Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hype Soul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Husky à l'occasion de la sortie de son premier album Sextasy le 11 juin 2021. Une conversation à cœur ouvert sur sa carrière, les couloirs de l'industrie, son nouveau disque et plein d'autres sujets à mettre en lumière. Bienvenue dans ce 13e épisode pour la science, un moment avec Husky. Husky, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super, merci beaucoup. Les gens peuvent pas forcément le voir du coup sur l'interview, mais où est-ce qu'on est là? Là on est au Liquor Store à Opéra. C'est un peu mon deuxième QG, ma deuxième maison et Richard nous accueille aujourd'hui et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on se parle à l'occasion de la sortie de ton premier album, Yes. Sextasy. Ouais. À l'heure où on se parle, il sort ce soir. Quand Ouais. l'interview sortira, il sera déjà sorti. Ouais. T'es dans quel état d'esprit là, à quelques heures de la sortie de l'album? C'est un peu. Il y a de l'euphorie. Il y a un peu de stress parce que j'ai envie que tout se passe bien. Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait de problème et tout. Donc c'est un mélange de plein de trucs et j'ai pas trop le temps de réfléchir parce qu'on tourne aussi un clip en même temps. Enfin bref, tu vois, c'est un peu speed et tout, mais j'adore ça, tu vois. Donc j'aime ce qui se passe en vrai. Je suis dans le bon, je suis dans le positif, je suis grave content, mec. Je suis archi heureux en fait. Est-ce que t'as un peu d'appréhension? Non, aucune appréhension, parce que c'est un album en fait où j'ai fait que me faire plaisir. Donc partant de ce principe-là, en fait, j'ai fait à un moment donné, quand on a fait la création de l'album, on avait ce choix, on se disait avec mon ingé, on se disait est-ce qu'on part dans l'évident, tu vois, dans quelque chose où on est sûr que ça va marcher par rapport au son que j'ai déjà sorti, ou est-ce qu'on se fait plaisir, on tente des délires un peu plus synthwave, on amène des nouvelles sonorités, notamment avec un synthé qu'on a récupéré pour l'album qui s'appelle Le Prophète, qui a beaucoup joué sur la création de l'album. Et en fait, je me suis fait que plaisir, donc à partir de ce moment-là, je peux avoir aucune appréhension ou aucune forcément attente, si ce n'est que moi, je me suis fait kiffer. Et puis voilà, je suis content, quoi. S'il y a des gens qui investissent dans mes visions, tu vois ce que je veux dire, et qui veulent que je sorte des albums, enfin, moi je suis là, je le fais, tu vois, je suis super heureux en fait. Et justement, par rapport à ça, je sais que t'es amoureux de la musique. Ouais. Comment elle commence pour toi? Mais en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu te prends au tout début? Qu'est-ce qu'on te fait écouter quand t'es très jeune? Tout début, je me prends Supreme NTM, je me prends 113, Les Princes de la Ville. Et c'est mon père en fait, qui écoute du rap, et qui écoute ça à balle, et qui écoute ça tout le temps, et qui me met ça dans le crâne en fait. Et qui m'emmène en festival avec lui, quand je suis en vacances avec lui, parce qu'il était plus avec ma mère, et je me retrouve à faire le Supreme NTM Tour avec mon père. J'ai 9 ans, je suis sur ses épaules, lui il est là, gros bédo. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'était un peu comme ça quoi, avec mon père en fait, tu vois. Et en fait, je commence le rap comme ça, sans m'en rendre compte. En fait, je n'écoute que du rap depuis que je suis petit. Et il y a un moment donné, il y a un déclic qui se fait quand j'ai à peu près, je sais pas, 17-18 ans, tu vois, je vais boire un concert et je me dis, vas-y, j'ai envie d'en faire en fait, parce que je suis à l'aise avec l'écriture, tu vois. J'ai fait pas mal d'études littéraires et tout, ça m'a toujours intéressé en fait l'écriture. Et je me dis, vas-y, je vais commencer à écrire, tu vois. Et je commence à écrire, je fais un premier groupe qui donne pas grand-chose, etc., etc. Et puis après arrive Husky et tout, tu vois. Ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment via mon père qui m'a totalement mis dedans, tu vois. Et puis alors après la culture rap, après tu sais moi j'ai prolongé tout seul, tu vois, lui il a pris de l'âge, il a un peu arrêté, mais moi j'ai continué, je connais un peu mes classiques quoi, on va dire quoi. Je viens vraiment, même si aujourd'hui on dirait pas par rapport à la musique que je fais, mais je viens profondément de cette culture rap. J'ai commencé en faisant des open mic, j'ai fait Buzz Booster en 2012 dans la région Rhône-Alpes, genre je suis vraiment de là quoi, je suis issu de ça. Je me suis fait même la manière dont certains m'ont découvert, c'est via un freestyle en fait. Donc en vrai de vrai, je suis de cette culture-là. Maintenant, elle a changé, je trouve. Donc je sais pas si je m'y retrouve encore à fond, tu vois, comme je m'y retrouvais avant, mais je suis rappeur de base, sûr, fort. Aujourd'hui, je sais pas, mais de base, je suis rappeur. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi les premiers albums? Tu dis que tu viens vraiment de la culture rap profonde, c'est quoi les albums ou les titres qui t'ont vraiment marqué? Moi, j'ai beaucoup aimé un artiste dont on parle pas assez, je trouve, dans le rap français, qui est Olkinry, par exemple. Que j'ai adoré, je me ressaigne sa discographie. Gros Dash, enfin tu vois tous ces mecs là du 91, j'ai kiffé de ouf. Et comme je te dis, ouais, vraiment les premiers c'est vraiment du rap parisien quoi. C'est
NTM 113 quoi. Pour moi c'est les deux groupes qui m'ont fracassé la tête d'entrée de jeu quoi. Mais vraiment de ouf tu vois. Je me butais qu'à ça. Après il y a eu Mafia Cafri bien évidemment. Il y a eu Booba, il y a eu Rof. Il y a eu tellement de gens mec. La Fouine aussi j'ai écouté quand j'étais plus jeune. Toutes ces grosses têtes en fait du Peura, tu vois ce que je veux dire, qui m'ont marqué. Et ouais, quand je te dis dans les moins connus, ouais, ça va plus être du Holkinry, Gros Dash, tout ça et tout. J'ai grave kiffé, tu vois. De ouf. Cette époque-là, c'était trop le feu, tu vois. Je trouvais que le rap, ça voulait trop dire quelque chose en fait, tu vois. Et je trouve que ces gens-là, en fait, si tu veux, ils ont dit énormément de choses en fait. Et aujourd'hui, je trouve, pour moi, ce serait dur de faire mieux en fait. Tu vois, si je restais par exemple dans le rap pur, je me sentirais un peu en train de répéter en fait ce que ces mecs-là ont dit et peut-être des fois même en moins bien, tu vois. Donc c'est pour ça que peut-être qu'au fur et à mesure, je me suis un peu éloigné aussi du rap par rapport à ça, tu vois. Parce qu'ils représentent un peu la vision que j'ai du rap, avec laquelle j'ai grandi et tout. Et je la respecte trop en fait pour faire un truc qui serait moins bien en fait. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui je suis peut-être meilleur dans autre chose, la mélodie, le chant et tout. C'est peut-être plus là en fait que je peux apporter ma pierre à l'édifice, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compliqué en fait quand t'as connu tous ces mecs-là aussi de faire mieux quoi et de rapper tout simplement. Je trouve ça compliqué tu vois parce que les mecs étaient vraiment trop forts. Tu te souviens de ta première session studio? Ouais. C'était comment? Je m'en souviens très bien mec. On était avec un DJ qui était mon premier producteur et on était en soirée et il y avait un mec qui nous a tout simplement dit qu'il avait un studio dans une cave. On était une dizaine et donc on était en soirée, on est resté jusqu'à minuit, c'était un espèce de bar, un truc comme ça. Et on est allé dans ce studio-là et on a fait un freestyle, je m'en rappelle très bien, sur une instru de Fabulous à l'époque. Et on était 10 à kicker comme ça, des 16 et tout. Et moi j'avais un putain de 16, en vrai de vrai. Et j'avais trop kiffé l'expérience et tout. Et directement je m'étais dit ok vas-y laisse tomber, moi je veux faire ça, tu vois. Et j'avais déjà ce truc-là en fait. Même quand on a commencé, qu'on était plusieurs, j'ai toujours été le plus motivé en fait. Tu vois, j'ai toujours été le plus motivé. Je pense qu'il y en a qui faisaient ça parce que voilà, c'était un délire, tu vois, entre potes et tout. Mais moi, je sais pas, j'ai vraiment bien accroché sur le truc, tu vois. Même si je le disais pas et tout, tu vois, je me suis dit, putain, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Et depuis, en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté d'écrire, j'ai jamais arrêté de faire du son, genre, jamais arrêté. J'ai failli arrêter plein de fois, mais au final, je constate que j'ai jamais arrêté. 10 ans plus tard, j'ai écrit mes premiers textes, j'avais 17, 18, j'ai 28 aujourd'hui, tu vois, j'ai jamais arrêté. Donc je m'en rappelle très très bien, mec. C'était lourd. C'est intéressant, je voulais te parler de ça. Il me semble qu'il y a un titre sur le précédent projet, Ouais. ou celui d'avant, où tu dis « J'ai perdu 5 ans à la fac ». Ouais. Tu as dit que tu avais fait des études littéraires. Ouais. Tu peux me parler un petit peu de ce parcours qui finalement pour toi était vain du coup? Ouais. Quand je dis j'ai perdu 5 ans à la fac, c'est parce que en fait, moi t'as vu, j'ai grandi dans ma famille, c'est un peu spécial en fait. Tu vois, j'ai le côté de ma mère qui est tunisienne, qui est très dans les valeurs, qui est d'une sévérité extrême, tu vois. Et j'ai 2 grands frères et 2 grandes sœurs. Et malheureusement, tu vois, eux, je suis vraiment le petit dernier, eux, ils n'ont pas fait d'études, tu vois. Et je sais que pour ma mère, tu vois, qui a 70 ans aujourd'hui, c'était important qu'elle ait au moins un enfant qui aille à la fac et tout, et qui fasse des études. Donc en vrai de vrai, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai beaucoup fait pour elle, tu vois. Donc quand je dis j'ai perdu 5 ans à la fac, c'est parce que j'étais dans ce processus-là. Et vu que je suis un compétiteur, je me suis dit, vas-y, moi, t'as vu, si je fais un diplôme, c'est pour l'avoir, tu vois. La fac, on dirait pas comme ça. Peut-être la première année, c'est cool pour certains, mais pour avoir son diplôme à la fin, faut y aller quand même, tu vois ce que je veux dire, surtout dans les études que je faisais. Et je l'ai vraiment fait pour elle, en fait. Alors que moi, je voulais Pera, en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc, je rappais un peu à côté, je pouvais pas vraiment être à fond. J'avais un groupe, ça se passait pas super bien. Je pouvais pas me lancer vraiment dans ce qui est devenu Husky après cette période-là, tu vois. En 2016, quand je suis arrivé avec Mojo, le projet, il avait une énergie de ouf parce que, en fait, c'est toute ma frustration que j'ai mis en mode, ok, maintenant je suis Husky, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est le vrai moi, tu vois. C'est pas le mec qui va à l'école, qui fait le truc et tout. Donc c'est pour ça que je dis j'ai perdu 5 ans à la fac, parce que durant cette période, je pense que j'ai appris beaucoup de choses, mais du coup, au moment où je me lance avec Husky sur Mojo, je me lance tard, tu vois, par rapport à mon âge en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je savais que par rapport au projet que j'allais faire, ce que je voulais mettre en place, ça allait mettre au moins 10 ans, tu vois. Je suis de cette génération-là, encore, qui est née dans le début des années 90 et qui croit au travail et la sueur, tu vois. Et tous les mecs que j'ai kiffé dans le rap, que ça soit les Orelsan, les Fianso, tu vois, tous ces mecs-là, ils ont mis 10 piges, tu vois, c'est pas pour rien en fait, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je crois encore à fond en ça, tu vois. Donc je pense que j'ai peut-être gagné du temps sur certains trucs, mais ça m'a empêché aussi de vivre mon truc à fond, tu vois. Donc j'ai peut-être perdu un peu de temps par rapport à d'autres, tu vois. Mais chacun a son parcours et c'est cool aussi, tu vois. Mais tu penses pas finalement que le fait d'avoir perdu du temps, perdu, c'est pas tellement perdu, t'as eu un diplôme, mais ça a apaisé, ou du moins ça, tu sais, du côté de ta mère,
Je pense que si tu avais fait, j'ai une théorie, je pense que si tu avais fait directement du rap et que tu t'aurais un peu délaissé ce côté-là, je vais le faire pour la rassurer, je pense qu'à l'heure actuelle, il y aurait encore une épine dans ton pied ou que tu te sentirais pas encore très bien. Peut-être, mais aussi c'est frustrant aussi de se dire, tu sais, regarde, t'es là, t'as fait tes diplômes, t'as fait ton truc et tout. Au final, tu les utilises pas. Tu sais, je les utilisais à peine une année, en vrai, tu vois. Et au final, t'es là, tu fais du rap, t'essaies de t'en sortir et tout. Tu sais, au niveau du questionnement, dans ta tête, des fois, les gens ils se rendent pas compte, mais tu sais, ça peut être, t'es chamboulé, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, mais attends, t'imagines. En fait, si j'avais continué peut-être à avoir un taf, j'aurais une dernière situation, etc., etc. Parce que tu connais, la vie que j'ai, elle est cool, mais elle est un peu, entre guillemets, rockstar sur les bords. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, mon frère, tu vois, on y va, c'est tout pour le son, on y va à fond. C'est bien, tu vois, mais des fois, je suis obligé de prendre du recul. Plus je prends de l'âge, tu vois, je suis obligé de prendre du recul et me dire, putain, quand même, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'as des diplômes, t'as des trucs, c'est un coup là, tu serais des trucs. Et moi, je suis un mec, je suis beaucoup dans la nostalgie. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui m'inspire beaucoup, tu vois. Donc, je suis obligé de dire, putain, si j'avais fait ça, peut-être ça aurait été mieux, etc., tu vois. Je suis un gars, je suis beaucoup comme ça, tu vois, je vais pas mentir, tu vois. J'ai du mal à me dire, ouais, mais mec, si t'en es là aujourd'hui, c'est parce que t'as fait tout ça, chacun a son parcours et tout. Je suis pas un gars comme ça. Moi, je me dis juste que, vas-y, pendant 5 ans, en fait, j'étais assis sur un banc d'école et je faisais ce que j'avais à faire le week-end, etc., etc. Alors qu'en fait, j'aurais pu être dans un studio, frère, tu vois. Et aujourd'hui, on sait que ça va vite, tu vois. Si tu regardes, je prends un son que j'ai fait comme Talon, tu vois, je l'ai fait en un quart d'heure dans un studio et ça fait des millions et des millions de streams. Et bah, je sais que pendant ces 5 ans-là, c'est un coup, je suis passé à côté de plein de trucs, tu vois. Et vu que je vis que pour la musique et j'aime que ça, bah, c'est comme ça que je réfléchis. Je suis un gars, j'ai du mal à m'amuser, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'amènes dans un endroit, frère, tu me dis on fait la fête, je me dis putain, c'est un coup là, je pourrais être en studio, je pourrais faire une dinguerie en fait. Tu vois, je pense que comme ça en fait. C'est obsessionnel. Tu vois, la musique chez moi, c'est pas un truc de passionné, on fait ça le dimanche. Et c'est pour ça que j'ai dit que si c'est pour faire ça à côté, moi j'arrête tout de suite. Ça m'intéresse pas, tu vois. Moi je pense que comme ça, je pense que musique. Je suis dans un club, j'écoute le son, je dis putain, le son il est lourd. À la vérité, putain, en vrai, c'est un coup, je serais capable de les faire danser en vrai, tu vois. J'ai envie de me mettre ce défi là, j'ai envie de rentrer dans un studio, vas-y, viens, on fait un son, on fait danser les gens, frère. Tu vois, je suis qu'un gars comme ça en fait. Mais du coup, ça doit faire une mitraillette de regrets tout le temps et de remords. Bah tout le temps, mais je pense que ça se ressent un peu dans ma musique, peut-être un peu moins dans ce projet-là, mais dans la trilogie Porte Dorée par exemple, ça serait vraiment ressenti, notamment dans Porte Dorée saison 2, qui est un projet archi dépressif. Tu vois ce que je veux dire, où j'étais au climax de cette remise en cause, de cette limite, ça entraîne même des dépressions, ça entraîne des downs, ça entraîne des ups à certains moments, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça, tu vois. Ma tête, c'est ça, c'est un truc où ça s'arrête jamais en fait. Et comme je te disais, ouais, c'est des pensées constantes. Et c'est vrai que je sais pas si des fois ça me rend heureux, tu vois ce que je veux dire. Moi, si tu m'emmènes en vacances, franchement, frère, si c'est pas pour faire un clip ou une session studio, je pense que j'ai rien à y faire, tu vois ce que je veux dire. C'est obsessionnel. Je suis obsessionnel. Je suis comme ça et avant, je voulais me changer, mais je crois que je m'aime bien comme ça en fait. J'aime bien les gens comme ça en fait. Archi passionnés, obsessionnels et tout. Je trouve que c'est eux qui font vivre le monde dans lequel on est, quoi. Tu vois, je crois vachement en ça. Et je crois vachement au fait qu'un artiste... J'ai une conception un peu à l'ancienne, en fait, de l'artiste où... En fait, quand t'es artiste, pour moi, tu te sacrifies pour les autres. Tu vois. C'est un sacrifice d'être artiste. C'est pas un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, quand je fais un album, je laisse une partie de Marwen. La pudeur, on l'oublie. On l'oublie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je laisse une partie de Marwen. Plus je fais des albums, plus Marwen, il meurt, plus Husky, il vit. Tu vois, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et si demain j'arrête, c'est parce que vraiment Marwen, il sera mort de chez mort, il aura plus rien à dire, plus rien à vivre, et donc du coup, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dangereux en fait. Tu vois, cette dichotomie un peu entre les deux persos que je peux avoir, tu vois. Il y a Marwen et il y a Husky, mais c'est Husky qui a pris le dessus ces 5 dernières années, tu vois. Donc des fois, je me réveille en me disant, mais Marwen, il en est où? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il est pas un peu mort ou quoi, tu vois? Je me pose un peu ces questions-là, tu vois. Mais c'est ça, quand t'es artiste, tu dois faire vivre des émotions aux gens. Mais pour faire vivre des émotions aux gens, il faut se transcender, frère. Hein, c'est pas possible. Hein. Tu peux pas rester dans ta zone de confort tout le temps. T'auras peut-être de la chance sur 1 ou 2 titres, mais après, à un moment donné, si tu veux créer une discographie, quelque chose de sérieux, il faut se tuer un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé. C'est comme ça. Sur l'album C'est tout, Gizmo, il a un morceau qui s'appelle Entre dans mon monde. Et Gizmo, artiste torturé, mélancolique. Et ça m'a fait penser à ça parce que il est schizophrène dans son morceau. Okay. Il y a Gizmo et Lamine.
Ok. Au même titre qu'il y a Marouane et Eski. Bah, il y avait un morceau, normalement, qui devait sortir dans Sextasy qui s'appelait Schizophrène, mais qu'on n'a pas drop parce qu'il allait pas avec la DA du tout du projet, où j'en parlais peut-être, c'est vrai que j'en parlais un peu, mais c'était trop violent, en fait, la manière dont je disais ça et tout, le truc, c'était trop torturé et tout, ça m'a pas plu. Et c'était pas le bon timing, tu vois. Là, l'album Sextasy, c'est un album que j'ai fait aussi pour faire un peu rêver les gens aussi, tu vois ce que je veux dire, les sortir un peu de leur quotidien et tout, plutôt que leur rappeler que leur vie a été naze pendant 2 ans et tout. J'ai pris le contre-pied en fait, cette fois, contrairement à ce que j'ai pu faire sur des albums comme Port Doré et tout, la trilogie, de prendre le contre-pied en fait, d'essayer de sortir les gens d'un quotidien avec un espèce de shot d'adrénaline comme ça, tu vois. Très compact, tu vois, en 10 sons où tu passes par plein d'émotions, un peu comme à l'image d'une drogue, tu vois, où t'as le moment de rush, t'as des moments de descente, tu vois, et pour finir sur l'outro Amour et violence, où finalement tu te rends compte que rien n'a changé en fait, et que aucun produit ni même substance ne viendra répondre à tes questions, tu vois ce que je veux dire, et que la réponse elle vient de toi. Donc je l'ai plus pensé comme ça, ce projet en fait, tu vois. C'est intéressant, je l'ai trouvé un peu plus chaleureux que tous les autres projets Sextasy. Est-ce que c'était voulu vraiment? Je crois que, ouais, comme je te dis, franchement, honnêtement, je crois que ouais. Je crois que là, franchement, cette fois, c'était voulu. Je t'ai dit, tu sais, on a vécu une période très particulière, tu vois ce que je veux dire? Ça a été très dur, je pense, pour tous les artistes d'aller trouver l'inspiration, etc. De trouver, surtout pour des mecs comme moi, qui ont déjà sorti aussi pas mal de projets, etc. Tu vois, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que là, vraiment, c'est vraiment un projet qui est fait pour te détourner de ton quotidien, sur un moment donné, tu vois. Et si moi, j'arrive à faire ça avec ce projet, c'est cool. Tu vois, si pendant une demi-heure t'écoutes mon projet, t'es parti un peu ailleurs, moi tu vois, j'ai déjà gagné, tu vois. Je l'ai vraiment vécu comme ça. J'avais pas du tout envie de faire le projet relou qui aborde en fait vraiment ce qui vient de se passer, tu vois, dans notre quotidien, etc., etc. Je pense que les gens vont avoir envie de sortir de ça, mec, tu vois. Ils auront envie de sortir de ça, ils auront envie d'aller ailleurs, ils auront envie de voyager, de bouger, et c'est comme ça que je l'ai fait dans cette énergie-là en fait, tu vois. C'est pour ça que l'intro, j'en envoie direct une grosse prod. Je fais pas une intro comme j'ai fait sur Port Doré saison 3 où je raconte toute ma life et tout, tu vois. Dans la forme, je voulais que ça bouge un peu, tu vois. Et c'est intéressant au niveau du format, tu as uniquement voulu qu'il soit compact pour qu'il soit compact, ou est-ce qu'il y a peut-être une volonté dans les 10 titres, dans la longueur des titres, de dire, ok, aujourd'hui les gens ils aiment pas forcément les albums de 17-18 titres, ils vont jeter des morceaux, peut-être qu'en proposant ce format-là, que moi j'ai trouvé... tu sais, ça s'écoute vite, c'est sympa, c'est un petit cheminement au final, l'interlude qui est super. Est-ce que tu t'es dit finalement, aujourd'hui, vu comment les gens consomment la musique, ce serait peut-être, pas la concession, mais l'adaptation idéale? Ouais, totalement. Bah tu sais, moi-même, franchement, je pense que le format album, même en vrai de vrai, le format album, il est amené à mourir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment là-dessus. Je pense que le format album, dans les années qui vont venir, ça sera totalement terminé. Tu vois ce que je veux dire? J'y crois plus vraiment, tu vois, à ce format-là. Donc, je pense qu'il peut y avoir un nouveau format d'album. Tu vois, un nouveau format d'album, 7, 10 titres, tu vois. Et que ça, en fait, c'est plus des EP pour moi. Ça peut être un album, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et après, mec, je reste quand même aujourd'hui un outsider. Tu vois? C'est-à-dire que T'es un ovni. je suis un ovni, je suis un outsider, donc il faut aller catcher les gens, il faut aller les attraper, et les attraper sur un 17 titres, c'est long, frère. Tu vois ce que je veux dire? En 10 titres, t'arrives à tout compacter, c'est parfait. Et puis aussi, il y avait ce parallèle un peu avec la substance, tu vois. Sextasy, la substance, une drogue, ça dure pas 3 mois, frère. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, faut que tu la reprennes, ça monte, ça redescend, c'était ça, tu vois. Donc il y a tout le truc de l'album, j'allais tuer en fait le projet en fait en faisant un 17 titres, tu vois ce que je veux dire? Donc et puis après, il y a d'autres trucs aussi qui vont, donc c'est cool, tu vois. C'était parfait pour moi le format de 10 titres, c'est nickel. T'es revenu avec, t'as commencé vraiment sérieusement le côté husky avec Mojo, ouais, en 2016, 16, ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Quand est-ce que t'as été approché, de près ou de loin, par le business de la musique? Quand est-ce que tu t'es dit, ok, comment on va faire pour distribuer cet album? Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que directement t'as mis la tête dedans? Ouais. Ou est-ce que tu t'en es écarté parce qu'aujourd'hui t'es indépendant, il me semble? Ouais. T'as ce schéma économique, ton CD est en vente sur ton site, tu fais partie des artistes un petit peu qui vivent de la musique, mais qui sont là avec les hauts et les bas, les concerts, les choses. T'es très rockstar au final. Comment t'as approché la première fois l'aspect business autour de la musique? Mec, cette histoire-là, oh gars. On a du temps. En fait, moi en 2016, je sors le projet Mojo parce que
je suis très déçu de moi-même et de ce que j'ai fait avec mon groupe avant. Et je trouve pas ça lourd du tout. Et ça me saoule de laisser cette image, cette archive-là. Et j'ai envie d'apporter un truc nouveau et j'ai envie de me casser. Qu'est-ce qui t'a dégoûté dans le groupe? Ce qui m'a dégoûté dans le groupe, c'est le fait que c'était toujours moi qui tirais les gens vers le haut, que ça s'appuyait beaucoup sur mon épaule quand il y avait des trucs à gratter un peu sur de la fame, mais sur le charbon, tout le monde avait sa petite vie et tout le monde s'en battait les couilles, tu vois. Et je me sentais un peu utilisé en fait, dans ce truc-là, tu vois. Donc je me sentais plus du tout bien en fait, dans ce groupe, dans tout, et j'ai tout de suite vu qu'on n'avait pas la même notion de sacrifice en fait. De sacrifice et de ce que c'est travailler pour sortir quelque chose, etc. On n'était pas dans le même mindset, ça allait pas le faire. Et peut-être que je prenais un peu trop de place aussi en fait, tu vois. Déjà il y a eu ça. Quand je sors Mojo, frère, moi c'est très clair, je fais un projet avec un mec qui s'appelle Joma qui bosse avec Booba à l'époque, que je rencontre dans un studio dans le 93, que je trouve incroyable. Au début il me dit que ce que je fais c'est naze, donc il me donne des prods, je travaille. Au bout d'un moment il commence à écouter, il trouve ça lourd. On sort le projet Mojo. Moi à la base frérot, le projet Mojo je l'envoie sur Haute Culture, gratuitement. T'as vu, j'en attends rien d'argent et tout. Pour te dire honnêtement, la journée je travaille dans une agence de com, le soir je suis chauffeur Hitch. Tu vois ce que je veux dire? Je fais écouter l'album à mes clients en fait. Tu vois ce que je veux dire en disant t'en penses quoi et tout machin, nanani et tout machin. Je suis un petit hustler en fait, tu vois. Et à la base je veux dropper ce projet, me barrer aux États-Unis moi. Tu vois, parce que j'ai ma soeur qui habite là-bas à un moment donné. Je dis vas-y frérot, je vais faire ma life là-bas, je me tape un délire. Sauf qu'au moment où je drop le projet, frère, tous les gens qui me suivaient avant dans mon autre groupe, ils l'achètent. Donc si tu veux, le truc il se retrouve un peu au top iTunes. Ça commence à faire des téléchargements sur Haute Culture. Je sors le clip Mojo, il y a Click qui m'appelle, il partage le truc. Et il y a Oumar Digno à l'époque. Oumar Samaké aujourd'hui qui tient Spectaculaire. Qui tient Spectaculaire. Et franchement, en vrai, je sais même pas s'il le sait aujourd'hui, mais je pense, parce que j'en avais déjà parlé sur Twitter, toute ma carrière part de lui. Toute ma carrière part de Oumar. Comme Joe, Dino. Mais toute ma carrière part de Oumar parce que lui, en fait, il me partage sur Facebook. Il partage Mojo. Il connaît Joma avec mon producteur à l'époque. Il partage, il fait « Oh, c'est incroyable ». Juste un truc comme ça, tu vois. Oh, c'est incroyable. Et derrière, il fait la sauce avec Mehdi Maizi. Et Mehdi Maizi lui demande « T'aimerais signer qui ?» Il dit « Husky ou Hamza ». Ça part comme ça. Sauf que Oumar, en fait, en faisant ce partage, il s'est pas rendu compte qu'il y avait tous les DA des maisons de disques, en fait, qui regardaient ce que faisait Oumar. Et moi, en fait, il y a un soir, je vais dormir, je sors l'album, je prends mon billet pour me tailler. Et il y a un matin, je me réveille et ma page Facebook, elle est pleine de messages de maisons de disques. J'ai des appels manqués sur mon téléphone, j'ai des trucs et tout. Et le jour même, à 16h, je me retrouve dans les bureaux de Capitol, de Polydor, de Def Jam, à l'époque, de tous les labels en fait. T'as fait tous les étages. Tous les étages qui me proposent en fait et ils me disent « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» Je ne connais à l'époque rien en contrat. J'ai fait ce projet pour me casser, pour m'arracher. Et je me retrouve dans ce truc-là. Mais justement, t'as eu quel réflexe? T'as eu le réflexe de dire, ok, je vais demander à un poteau qui connaît un peu bien, ou un avocat, ou un truc comme ça? Ou alors t'as foncé peut-être la première? Non, je suis pas fou, mec. On a pris un avocat, etc., etc. Mais j'ai le réflexe de me dire, putain, G, on va prendre du bif, là. On va prendre du bif, mec. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça faisait 1 an que j'étais Hitch, mec. On va prendre du fucking bif pour ma musique. Il me demande de racheter le projet Mojo. Il me propose une somme pour racheter le truc. Et à l'époque, mec, j'ai 23, 24, mon cerveau il vrille, tu vois. On parle de combien de chiffres? Franchement, honnêtement, c'était un bon braquage pour l'époque. Parce que tu sais, j'avais pas tant de vues que ça en fait. C'était une hype, tu vois ce que je veux dire? Je te donnerai pas le chiffre, mais en tout cas, c'était vraiment bien, tu vois. Surtout pour un mec comme moi à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Qui avait finalement rien sorti et tout. Et franchement, c'était beau, tu vois. Franchement, honnêtement, c'était beau. Et je me retrouve comme ça, donc à voir toutes les offres et je fais l'erreur monumentale de suivre un producteur pas stable qui part chez, pour ne pas citer son nom, qui part chez Elektra à l'époque. Et je suis la première signature rap du label Elektra avec une chanteuse italienne qui s'appelle LP aussi et qui a vendu des millions je crois de disques même, centaines de milliers en tout cas à travers le monde. Et là ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Pourquoi? Parce que frérot, je pars quand même à Miami. Sauf qu'à Miami, du coup, je pars pas pour vivre, je pars pour bosser un album. Je vais dans le studio de Booba, je bosse avec un mec qui s'appelle Ice Tech, je viens dream éveillé en fait. Je me retrouve à avoir du bif. C'était incroyable, tu vois ce que je veux dire, j'avais passé vraiment 1 an et demi sans argent, tu vois. Je me retrouve à avoir du bif, des grosses sommes comme ça qui arrivent sur mon compte et tout. Et moi, j'ai pas eu une éducation, on m'a appris à gérer l'argent déjà, tu vois. C'est Youssoupha qui disait ça là dans ses dernières interviews. Les gens qui sont issus certaines personnes qui sont issues de familles de quinf, tu vois, on n'a pas eu ça, tu vois. Parce que moi, ma mère n'a pas eu d'argent, tu vois ce que je veux dire? Et mon père n'a pas eu d'argent non plus, en fait. Je viens pas d'une famille de bourgeois, donc on n'a pas cette gestion, en fait, financière, tu vois. Et bref, je commence à bosser et tout, et au moment où je rentre de Miami, le producteur fait une erreur monumentale et se fait virer de Elektra. Le label ferme pendant des mois, je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce que va devenir mon album, et les nouvelles équipes qui arrivent, je vois bien que je suis l'homme à enterrer,
parce que je suis associé au premier producteur qui s'est barré dans des conditions dramatiques. Et là, je rentre dans un combat juridique. Et là, tout de suite, d'entrée de jeu, même avant d'avoir sorti ce qui devait être mon premier album, je suis dans la fougue de l'industrie musicale et des retombées et de ce que ça peut générer. Donc je comprends direct, moi, au début de ma carrière, qu'il va falloir que je sois indépendant par la suite. Tout de suite. Pour ne plus jamais revivre la situation que je viens de vivre. Tu vois. Donc voilà. Donc je perds un an. On décide de sortir un EP à la place d'un album, un EP très chanté, où je valide pas forcément toute la DA du truc. Je me retrouve un peu, je perds un peu mes proches aussi à ce moment-là, tu vois. Parce que bon voilà, on était plusieurs en studio, bah bon, moi j'ai eu du bif, j'ai essayé d'amener le maximum de gens que je pouvais avec moi, il y en a qui pouvaient, il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas. Et je me retrouve un peu isolé comme ça, tu vois, un peu isolé, où je passe du mec du moment, sur clic, sur machin, sur ouais c'est le prochain mec qui va vendre 50 000 CD, ce qui c'est incroyable, à moi tout seul avec mes démons. C'est une période où je vois plus trop ma famille aussi, donc c'est vraiment une sale période. C'est la période où j'ai sorti Outsider. Franchement, vraiment, vraiment une très très sale période. Et encore une fois, cette envie de me battre et de me dire tu peux pas t'arrêter là-dessus. Et là, on recommence. Port Doré saison 1, saison 2, saison 3, on signe un premier deal avec rien du tout. On a 80 € pour faire les clips. Et là, talon. Talon, millions de streams, millions de vues, signature en édition chez Universal. Je monte ma structure, je signe chez Billy. Enfin bref, c'était fou, tu vois. Mais voilà, en fait, moi, mon premier rapport à l'industrie, il a été très violent, mec. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs, même de chez moi, qui me demandent des conseils parce qu'ils savent. Tu vois. Moi, je peux expliquer. Moi, je peux te dire ce que c'est. Signer un deal d'artiste et je peux te dire ce que ça engendre, frère. Tu vois. Sache que l'argent qu'on te donne et les avances qu'on te donne, tout ça, ça a un prix, frère. Tu vois. Et ça peut très bien se passer comme ça peut très très mal se passer, tu vois. Donc moi, j'ai vécu ça, en fait, dans mon parcours. Et c'est ça qui a freiné totalement ma carrière à un moment donné et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris après Mojo qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Tu vois. Pourquoi je suis revenu avec une nouvelle dégaine, pourquoi les sons n'avaient plus rien à voir et tout, mais parce que c'est tout ça, les gars. Tu vois. Mais ça, j'ai jamais vraiment pu ou j'ai jamais expliqué, tu vois. Je me suis toujours concentré sur vas-y, on sort des trucs et on continue, tu vois. Voilà. Est-ce que tu penses pas que tu étais dans une belle voiture, ça allait démarrer, le moteur a coulé, t'as dû prendre un vélo? Ah, le moteur a coulé, j'ai dû y aller à pied, ma gueule. Il n'y avait pas d'argent pour le vélo, j'y suis vraiment allé à pied, sache-le. Non, ouais, c'était ça, ouais. Mais c'est dur mentalement, en fait. On parle pas, en fait, de la santé mentale des artistes, tu vois. Mais quand t'arrives en maison de disque, on te dit bah écoute frère, nous on prévoit tant de ventes pour ton album, tu vas faire un feat avec un tel, ça va être comme ça et tout. Toi t'as connu que la galère, les sessions studio c'est chaud, tu connais, tu vois ce que je veux dire, et on te vend tout ça. Et du jour au lendemain comme ça on te l'enlève alors que ça a même pas commencé. Et qu'en plus t'es prisonnier d'un contrat dans lequel tu peux rien faire, t'es dans une bataille juridique qui va mettre 12 mois. Tu vois ce que je veux dire, alors que les gens ils attendaient un truc et que toi tu t'étais fighté pour faire ton mojo et avoir ton buzz tout seul, sans rien demander à personne, tu vois. Et ça, c'est violent, quoi, parce que tous les jours, t'es là, putain, t'attends, Impuissant. T'es impuissant, et puis après, tu connais, tu deviens méchant, tu vois. Tu deviens méchant, t'as envie d'être méchant, en fait, avec ces gens-là, tu vois, qui te respectent pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis respectueux envers tout le monde, mais putain, quand ils respectent pas, t'as envie d'être violent, quoi, limite, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me rappelle de certains mails où j'envoyais à mon avocat, je disais, ok, frère, demain, si tu débloques pas la situation, moi, je vais là-bas, je vais tout casser, frère. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais arriver là-bas, je vais tout ken en fait, tu vois ce que je veux dire, parce que là, c'est trop ce qu'ils me font, tu vois. Mounir d'en valider. Bah, tu vois, ouais, un peu dans le délire. Mais lui, c'est différent parce qu'il veut récupérer un artiste, etc. mais c'est un peu ça le concept, tu vois ce que je veux dire. T'as envie de redevenir un peu ce G-là, là, quand ça t'arrive. Mais bon, voilà, c'est cool. C'est intéressant par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure. Tu me disais, moi, je me dis souvent, si j'avais fait ça, ça aurait donné ça. Ouais. Certains prédisait Busta Flex comme le plus grand rappeur de la future décennie. Il a eu des soucis avec sa maison de disques, le chef est décédé, un autre est décédé après lui, les équipes ont changé, il a perdu 2 ans sans pouvoir rien sortir. Et sa carrière, qu'est-ce que tu penses que tu serais devenu si tout aurait marché? Après Mojo là, si j'avais pas signé par exemple? Ou si t'avais signé en licence ou et en que ça stream. tout s'était bien passé et tout, en truc d'artiste et tout? Je sais pas, Dieu. Je sais pas, c'est très compliqué ces questions-là, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, t'aimes bien te les poser. Ouais, j'adore me les poser, mais le problème c'est qu'à un moment donné, je pense que si tu restes trop bloqué là-dessus, tu vois, j'ai vraiment mis du temps à digérer ça, mec. Tu vois ce que je veux dire, déjà cette période-là et tout, j'ai vraiment mis beaucoup de temps, tu vois. Et je pense que là, je suis sur le point de la digérer, ou je la digère même, on va dire. Donc, je sais pas si c'est de mon timing pour moi de me dire qu'est-ce qui se serait passé ou pas passé. Tu sais, faut pas oublier, j'étais dans un contrat d'artiste, frère. Hein. Tu sais, j'aurais touché 9% de mes ventes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça aurait été le top au final, tu vois?
Parce que c'est bien aussi, frérot, d'avoir de la fame, d'être connu, mais est-ce que ça... Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui te reste en fait au final, tu vois, t'es pas propriétaire de tes masters, tu choisis pas grand chose, on te fait miroiter que tu choisis, mais tu choisis pas, frère. L'indépendant qui vend 3000, il touche plus que toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, frère, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, quand je vois comment les choses tournent aujourd'hui, je pense que je suis dans le bon, par contre. Tu vois, quand je vois beaucoup d'artistes qui émergent avec leur propre structure, qui sont en route vers l'indépendance et tout, c'était très dur à croire à l'époque, mais je peux te dire que maintenant, je pense que... Les majors ont besoin des artistes. Ah, les majors ont besoin des artistes, les majors ont besoin d'artistes. Le game a besoin d'indépendants, frère. Le game a besoin de musique indé, mec. Le game a besoin de faire des sonorités qui sortent du top 50. Parce que les gens en ont marre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ton algorithme ne te montre que ce qui est mis en avant constamment, que ce qui surmarche, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il y a tout un monde en dessous, tu vois. Il y a tout un monde en dessous. Et moi, je suis le représentant de ce monde-là aussi, quelque part, tu vois. Et j'en suis très, très fier, tu vois. De proposer un courant alternatif à tout ça, tu vois. Ça me fait archi plaisir. Chose que je n'aurais jamais pu faire en maison de disque, jamais, frère. Jamais en étant signé en artiste. Jamais. Parce que ils prendront pas de risques comme moi, je peux prendre des risques aujourd'hui. Je te donne un morceau comme Sextasy, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Arrivant en deuxième single et sortir un morceau synthwave comme As et tout, j'aurais jamais pu le faire, frérot. Tu vois. Il y a plein de trucs que j'aurais jamais pu faire. Tu vois. J'aurais jamais pu sortir un talon comme ça à la grande œuvre, etc., et que ça prenne. On ne l'aurait jamais laissé. Donc c'est plein d'occasions manquées finalement, tu vois ce que je veux dire. Il y a trop de trucs que j'aurais jamais pu faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir énormément de choses. Aussi en maison de disque, il faut voir, c'est que les sorties sont lentes, mec. Tu vois. On est là, on bosse en studio, on attend quoi, bordel, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Moi aujourd'hui, je bosse sur des projets en tant qu'auteur et compositeur. Propriétaire de tes masters. Et tu vois, quand je bosse des sons pour les autres qui sont signés en maison de disque, et on fait des sessions, on en fait plein, et les sons ils sortent pas, ça me fait de la peine pour les artistes, bro. Tu vois? Franchement, ça me fait de la peine. Moi, demain, je veux sortir un single, je le sors. Tu vois? Et être artiste, c'est être libre, normalement, de base, dans la première des définitions du truc, tu vois? C'est être un mec libre, normalement, tu vois? Donc, si j'ai cette liberté-là, aujourd'hui, c'est cool. Peut-être que je suis moins connu, peut-être que je vends pas beaucoup d'albums, mais putain, mec, je suis libre, frère. Tu te rends compte? C'est une chance de ouf, mec. Je peux faire ce que je veux. Tu vois? Je peux faire ce que je veux. Demain, je veux sortir un projet électro, je vais le faire, mec. Ce sera sur moi, tu vois ce que je veux dire? Si ça prend pas, ce sera mon problème, tu vois. Donc ça a pas de prix, mec. Vraiment. Sofiane a eu le même problème avec son propriétaire à l'époque de contrat. Il a pété à la trentaine. Est-ce que tu penses que tu peux demain exploser? En fait, parce qu'au début, tu m'avais dit que j'aime beaucoup le sa parcours. carrière t'inspirait. Mais j'adore le parcours de Sofiane, mec. J'adore ce mec là qui met une retournée acrobatique à la 92e là. J'adore là, ce mec à qui on enlevait le micro sur des planètes rap et qu'on laissait pas. Parce que moi j'ai un truc un peu comme lui, frère. Tu vois, pour aller chercher quelque chose, moi à l'époque j'étais capable d'être en bas de Skyrock. Moi j'ai pas de honte envers ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont une honte envers ça, tu vois, du truc que ça fait un peu crève la dalle et tout machin. Moi j'ai la dalle, mec, j'en ai rien à foutre de ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai aucun complexe par rapport à ça, tu vois. De dire aux gens d'aller écouter, d'essayer de motiver les gens, de trucs et tout. J'ai aucun complexe, mec. Je m'en fous complet. Donc j'adore le parcours de Fianso. J'adore son parcours. Du mec, tu vois, qui a la rage là, comme ça et tout, ça me plaît. J'adore ce genre de personnage, tu vois. Ça me plaît de ouf. Et après, quand tu me demandes, est-ce que tu penses que je peux, je sais pas, frère. Peut-être que si, que quand je compare ma situation de quand j'ai commencé le rap et aujourd'hui, peut-être qu'en vrai, j'ai déjà pété, frère. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire percer, frère? Ma mère, elle arrivait ici à 14 ans, elle nettoyait le sol, pour elle, elle avait percé. Il y a un moment donné, il faut arrêter aussi avec ce concept de percer, pas percer. Et puis c'est aussi Fianso qui disait qu'il connaissait des mecs qui tournaient sur Skyrock et qui étaient connus dans toute la France et qui gagnaient pas 1 euro. Alors que lui, à l'époque, il était indépendant, il était connu par personne, il gagnait plus d'argent que ces mecs-là. Contrat d'artiste. Donc ça veut dire quoi, percer? C'est tenir une économie, réussir à vivre de sa musique, c'est déjà percer, mec. T'as vu le nombre d'artistes qu'il y a, t'as vu le nombre de sorties qu'il y a. T'imagines? Bro, tu vois? Parce qu'il y a 2% des choses qui marchent. Ça, il n'y a aucun média qui le dit. Sur 100% des choses qui sortent en France chaque année, il y a 2% des gens qui sont certifiés. Il doit y avoir 10% des gens qui recoupent leur avance. Tu vois? Et les gens, ils sont pas là pour écouter ça, en vrai. Ils sont là pour écouter de la musique, ils s'en foutent. Mais nous, on le sait dans le game. Tu vois? Nous, on sait qu'en fait, au final, il n'y a pas grand-chose qui marche, frérot. Vraiment pas. Tu vois? Et c'est pas grave, parce qu'on parle que de ce qui marche. Donc c'est pour ça qu'on a la tentation de toujours dire « faut que je perce, faut que je perce, faut que je perce ». Ton algorithme te montre les vidéos qui ont des millions de vues. Les médias te montrent des gens qui font des millions de vues. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va parler que pas de le ça. reste. Ils montrent pas le reste, mec. Et le reste, c'est des gens qui galèrent en studio, qui croient en leurs rêves, qui se battent pour leurs trucs. C'est des gens comme moi. La majorité des gens en France, c'est moi.
C'est Husky, frère. C'est moi, je les représente. Et peut-être que les gens, ils le voient pas à travers mon style de musique parce qu'on aime les beaux clips, j'aime bien m'habiller, etc. Donc peut-être qu'ils se reconnaissent pas. Mais en vrai, ma démarche, elle est hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Ma démarche, elle est hip-hop. Ma démarche, elle est rap, frère. Faire les choses par soi-même, créer son économie, ne pas attendre que ça perce, avancer, tu vois, essayer de s'en sortir et mettre bien les siens. Voilà, c'est ça la démarche de mon projet. Derrière tout ce fantasme de sextasy, de trucs, Husky, la base, c'est ça, tu vois. Donc moi, je représente la France, mec, en vrai de vrai. Tu vois, quand je prends du recul, je représente tous ces gens-là, mec. Et on est beaucoup, je pense. C'est juste qu'on n'est pas mis en avant. On parle jamais de ces gens-là. On parle pas. On parle du mec qui sans faire exprès a pété sur TikTok, tu vois. Ça, on va le mettre partout. Et on va faire croire aux gens que c'est parce que tu mets ton son sur TikTok. Et bien sûr, oui, frère, demain, tu peux. Mais il y a du travail. C'est pas ça, la vie, frère. Tu vois, ça, c'est 1%. Il y a 99% derrière, tu vois. Qui font ce que je fais pour essayer de faire les choses. Donc, voilà. Tu penses que Husky, dans 10 ans, avec un peu de cheveux grisonnants, il va produire plein d'artistes. Tu penses avoir le truc du producteur? Ouais. Ouais, de Au ouf. sens DA? Ouais, de ouf, mec. À fond, G. Je pense que j'ai grave ce truc-là, mais je me verrais mal. Je sais pas. Tu sais, être producteur, c'est un vrai taf de ouf, mec. Tu payes tout. T'es là, t'es à fond. Tu crois à fond en un gamin de 20 ans qui peut te claquer dans les doigts comme ça du jour au lendemain, tu vois. Mais justement, par rapport à ça, fait c'est peur. intéressant. Ouais. Je vais prendre l'exemple de Booba. Ouais. Booba, il a eu son aventure avec 45 scientifiques. Ouais. Et la personne au-dessus, pour ne pas citer son nom, Ouais. c'est vrai qu'elle avait son rôle de producteur qui prenait beaucoup sur Booba. Ouais. Et Booba s'est dit, mais c'est injuste un peu, donc il a fait son label. Ouais. Mais une fois que Booba a signé des artistes, Ouais. il a fait pareil. Ouais. Est-ce que tu penses que toi, demain, si tu signes des artistes, tu vas directement leur laisser toute la liberté, les propriétaires, et que demain, il peut se barrer, que tu peux perdre de l'argent? Ou alors que tu vas mettre des sécurités? Et là, tu vas te dire, attends, on m'a fait ça il y a quelques années. Bon, en tout cas, franchement, honnêtement, non, je serais pas fou à produire un mec et pas un minimum sécuriser la chose et tout. Le but, ça serait pas d'étouffer le mec, tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste un peu c'est normal, frérot, c'est un investissement. Attends, c'est quand même quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Moi, je le vois, mec, sur mes clips, etc., vu que je m'autoproduis. Frérot, tu vois, pour aller faire ce même investissement envers quelqu'un que je connais pas à la base ou qui est un mec de chez moi, etc., en qui je fais vraiment confiance, je t'avoue, ouais, je comprends, moi, les producteurs qui se sécurisent un minimum. Après, moi, je serais plus dans un délire de conseil, frère. Tu vois, de conseils par rapport à moi, ce que j'ai vécu, en fait. Tu vois, je pense que c'est ça, en fait, ce dont ont besoin certains, tu vois, ce dont a besoin certains jeunes aujourd'hui, tu vois. C'est plus du conseil, il y en a beaucoup, tu vois, je regarde même chez moi, ils rappent et tout, ils savent pas ce que c'est un contrat de distrib, ils savent pas ce que c'est un contrat de licence, ils savent pas ce que c'est un contrat d'artiste. Tu penses qu'on éduque mal les artistes? Ouais. Du moins qu'on les éduque pas sur tout ce qu'il y a derrière. Bah en fait, c'est simple, frère, c'est soit t'as la chance d'avoir un grand de chez toi qui rappe, qui t'explique tout, ou tu connais un super bon producteur qui connaît le game et tout, soit faut que t'apprennes sur le tas. Donc si tu apprends sur le tas et qu'il n'y a personne pour t'expliquer, on est bien d'accord qu'il va falloir que tu te plantes pour comprendre, qu'il va falloir que tu cultives cette culture de l'échec, etc. Tu vois. Maintenant, si t'as un mec comme moi qui s'est déjà cassé les dents 2-3 fois, tu vois ce que je veux dire, avant d'arriver là où il voulait être, et que t'expliques les choses à un mec, tu vois, que tu fais un travail de transmission, c'est ça aussi le hip-hop en vrai. Tu vois ce que je veux dire, c'est aussi transmettre dans ce truc-là. C'est pas que faire des freestyles où tu rappes avec des raps multisyllabiques. C'est ça aussi être rap, être hip-hop, tu vois. Et je pense que c'est ça que les gens ils ont oublié, c'est dommage. Ils s'arrêtent à la mentalité rap de ce pays et du hip-hop, elle s'arrête à la musicalité. Tu vois. Non, ça c'est rap, non, ça c'est pas rap. Ah là il chante, là il met trop d'autotune, c'est pas rap. Mais derrière un projet, les mecs, il y a un concept, tu vois, il y a un truc. Et moi, même si je suis moins rap, je garde cette mentalité hip-hop. Donc dès que je peux transmettre, je transmets. Sans parler de producteur ou quoi, tu vois. Des fois, je parle 2 heures en bas de chez moi, frère, à un mec qui veut faire du rap et je lui explique, voilà, ça c'est un contrat, ça c'est ça. Là pour ça, il va te falloir un avocat. Là c'est truc et truc. Et ça me fait plaisir de le faire. Et j'aurais rêvé qu'on le fasse pour moi en 2016, tu vois. Donc moi, j'ai appris sur le tas. Donc voilà. Pour revenir au projet Sextasy, sur l'introduction, il me semble qu'il y a un passage d'un homme qui parle en arabe. Ouais. Moi, je me souviens plus, il y a le hub, Ouais. l'amour. Et c'est quoi la phrase exacte et En gros, c'était parce que je suis parti au Maroc et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Wenza. Et on a fait plusieurs sons ensemble d'ailleurs qui sont pas sortis, etc., etc. Et il y avait un discours que je voulais mettre en français et qui est assez long,
qui racontait en fait tout ce qui est le concept de sextasy, de la science, de l'amour et la violence. Donc c'est ce qu'il dit en fait, il dit en fait en arabe. Et en fait il parle en fait d'un mec abstrait en fait, mais qui est moi finalement. Et il parle de ce mec, donc là c'est un peu sous forme d'une fiction, tu vois, qui aurait construit en fait un produit qui s'appelle Sextasy, que tout le monde voulait lui enlever, etc., et qui était la solution en fait pour que les gens puissent sortir de leurs problèmes du quotidien et tout. Et c'est ce que raconte en fait ce discours-là, qui est à la base un grand discours et qu'on a étalé sur plusieurs parties de morceaux de l'album, des passages qu'on a gardés, des passages qu'on n'a pas gardés, etc. Et ça part en fait d'une discussion au Maroc et tout, où je lui raconte le truc en français, et puis lui commence à le faire en marocain, et je fais putain j'aime bien et tout, comment ça sonne en marocain et tout, je kiffe de ouf et tout, et puis comme ça aussi il est présent aussi sur le projet, ça me fait grave plaisir, tu vois. Et ça me rappelle aussi ce voyage que j'ai fait au Maroc aussi d'ailleurs, pendant la création de l'album. T'as goûté le thé là-bas? J'ai goûté le thé, j'ai tout goûté mec. J'ai goûté le thé, j'ai goûté le surf, j'ai tout fait mec, j'ai tout fait. Moi je suis tunisien à la base, mais j'ai beaucoup aimé le Maroc, ouais. C'est lourd, c'est trop lourd. Grave de ouf. Et justement par rapport à ça, du coup ça a des airs d'album concept, un peu quand même. C'est quoi le dernier album concept que t'as kiffé chez un autre artiste, pardon? Bah, je pense que celui qui a marqué là son temps, c'est Laylo là. Trinity? Ouais. Je pense qu'on va arrêter de se mentir 2 minutes. Je pense que le dernier mec qui a fait l'un des meilleurs albums concept, qui a la fond dans son concept, c'est lui, tu vois. Je pense que c'est même l'un des seuls, je crois. En tout cas, moi, en rap français, de ce que j'ai écouté, je crois qu'il a fait... Il y a Julius. Qui a fait... Julius, ouais. Mais Julius, c'est que l'univers mafieux et tout, mais moins familier, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je me reconnais peut-être un peu moins, tu vois, dans ce perso qui est terrible, hein, SCH, hein, trop fort, hein, mais c'est peut-être le perso que je me prends un peu moins, tu vois. Le côté un peu Gomorrah et tout, mafieux et tout, c'est pas trop ma cam. Donc voilà, mais lui aussi, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est les deux qui ont fait un album concept assez dingue, ouais. Il y a une certaine importance du visuel chez toi. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que à chaque projet, il y a toute une couleur différente. Là, il me semble que c'est le bleu. Ouais. Comment ça t'est venu, cette idée de DA, est-ce que tu t'es entouré, au niveau même de la coupe? Moi j'ai beaucoup aimé l'aspect retour aux sources, c'est la même que sur Mojo il me semble. Ouais, exactement, ouais. Comment ça t'est venu cet esprit bleu Sextasy pour ce projet? Le bleu, ça m'est venu ici, dans cette pièce, avec un réalisateur qui s'appelle Guillaume Doubet, qui a réalisé énormément de clips dans le rap, et on parlait. Et j'avais jamais eu vraiment de couleur. Moi j'avais ce truc très doré de la statue, de la porte dorée et tout, donc noir et doré, on était un peu dans cette esthétique là. Et il me parlait souvent d'un peintre qui s'appelle Yves Klein, qui a dédié toute son œuvre autour d'un bleu qui s'appelle le bleu monochrome et qui est mort d'une crise cardiaque assez jeune, et c'était un champion de judo. Et le bleu, il y avait la référence aussi aux yeux, tu vois, par rapport au husky, etc., etc. Donc on s'est dit que c'était vraiment la couleur parfaite, et qu'après on allait décliner un merch aussi aux couleurs bleues, que la pochette serait bleue et tout. Et c'était par rapport à ça, parce que lui, il a une obsession envers Yves Klein. Il veut faire un film sur Yves Klein. Il est à fond là-dedans, et puis il m'a parlé de ça. J'ai trouvé ça trop d'art, et on a commencé à en parler, et puis et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que vraiment la couleur bleue, on a dit ok, on part sur du fucking bleu, tu vois. Ça va trop bien avec le truc, tu vois. En parlant de couleurs, est-ce que déjà tu as pu avoir des influences et est-ce que tu pourrais me citer, pour une influence, la couleur que tu penses qui s'est retransmise involontairement dans ta musique? Un exemple, ce sera pas ça. Cool Chain, il a son écriture qui s'est transmise dans mon côté hip-hop. C'est pas ça, hein. Mais est-ce que toi tu as une idée de ce que ça pourrait être? De mes influences, tu parles? Une influence en particulier qui s'est particulièrement retransmise dans ta musique, une couleur. Une couleur, c'est compliqué parce que je pense que je suis... Un enfant du hip-hop? Non, je pense, mais c'est assez gaulerie quand on dit ça, mais je pense que je suis le fils que Booba et Ala Bachung n'ont jamais eu, tu vois. Genre, c'est un peu ça, tu vois. Si vraiment je devais définir un peu le truc, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est ça en fait, tu vois. Qu'est-ce que t'as de Booba? Parce que je t'ai parlé du... Attention, je dis pas que j'ai un truc de Booba et tout, machin et tout, attention. Mais je t'ai parlé du rap français, mais j'écoutais aussi beaucoup de Francis Cabrel, Alain Bachung et tout, tu vois. Donc forcément, en fait, le mélange chanson française, quand je te parle de l'aspect chanson française, il est amené par des mecs qui écrivent bien dans le rap, tu vois. Et je pense qu'un mec comme B2O aujourd'hui est un mec qui écrit super bien dans le Peura, tu vois. Et il est amené aussi par mon côté un peu chanson française, et avec cette touche de folie amenée par des musiques un peu plus quinri, à la Travis, toute la scène aussi de Toronto que j'adore et que je saigne, tu vois. Donc je suis un mélange de vraiment tout ça, tu vois.
Mais je pense que je suis un peu ce délire-là. Et par rapport à Booba, ce que tu disais, bah parce que mec, je suis de cette école-là, tu vois ce que je veux dire? On va arrêter de se mentir, mec, tu vois. Je suis de cette école-là. À fond, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bossé avec pas mal de ces artistes dans son label aussi, je pense, tu vois. En tant que top liner ou en tant qu'auteur, tu vois. Comme qui par exemple? J'avais fait le Benache, j'ai fait beaucoup de sons sur Karine aussi, tu vois ce que je veux dire. Après j'ai fait aussi plein de tops et tout qui sont pas encore sortis, etc., etc. Mais il y a des artistes ouais, sur lesquels on a jobé et c'est pas pour rien non plus, tu vois. C'est parce que il y a aussi un peu de cet ADN là, donc c'est un gros bordel, c'est un gros mélange, bien sûr. T'as pas peur d'être catégorisé? Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Madame, quand je lui ai dit que j'allais être invité sur le clip de ski, elle m'a dit fais attention quand même. Ah, par rapport à ça. T'as pas peur d'être catégorisé, que les gens ils se disent ok, au ski il fait que de la musique ouais. Pour ça, alors qu'au début, t'as ouais. des placements que très peu ont ouais. dans le kickage. Ouais. T'as pas ce petit truc de dire les mecs, mais je sers un peu au final. Parce que c'est une réflexion qui fait écho à autre chose. Quand j'ai écouté l'album, je me suis posé, je jouais à GTA en même temps. Je me suis dit, mais attends. Non, mais on est en pleine mise en situation, café miel, GTA. Et je me disais, mais je retrouve pas trop de kickage. Ça le démange pas de revenir un peu sur une prod, tu sais, tout au long de l'album. Peut-être le dernier sur Amour et Violence, je me dis, ok. Il y a quand même des bons placements, il y a ce côté hip-hop qui ressort vraiment. Le côté hip-hop, il part jamais, mais il y a ce côté rap qui ressort vraiment. Est-ce que toi, ça te démangeait pas à un moment, par rapport à la catégorisation, par rapport à toi, tout simplement, de mettre un peu de rap, vraiment, dans ce projet? Pas dans ce projet, mais des fois, ouais, ça me démange. Franchement, en fait, c'est par période. Là, en ce moment, ça me démange. Là, en ce moment, j'ai envie de Péra, mec. Tu vois, parce que peut-être là, peut-être les prochaines sessions studio, je vais Péra. Je te cache pas, tu vois. Après, est-ce que je vais sortir les sons? Je sais pas, tu vois. Parce que je trouve que le rap, mec, il y a un truc où je kiffe pas, je surkiffe. Ce que j'aime avec le rap, je vais t'expliquer, c'est très clair. Ce que j'aime avec le rap, c'est que le texte prend le devant sur la mélodie. Donc le texte me permet de dire plus de choses des fois que j'ai sur le cœur et tout, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Mais par contre, à l'oreille, ça me dérange. Tu vois, le rap, ça commence à me déranger à l'oreille parce que je trouve ça, au niveau des top lines, des fois un peu faible, tu vois. Et au final, je préfère écouter un truc super mélodieux, tu vois, qui m'emmène, qui a des mélodies, j'adore le chant, j'adore l'autotune et tout, l'effet autotune et tout, je kiffe, que plutôt écouter du Peura, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que frère, j'écoute plus beaucoup de Peura aussi, tu vois. Faut être honnête aussi là-dessus, tu vois. Mais des fois, ouais, ça me démange. Ça me démange parce que c'est vrai que ce que tu dis, des fois, je vois des mecs rapper, je me dis putain. Et c'est vrai que rapper, moi, je pense que c'est plus facile en France, par contre. Donc des fois, ouais, ça me démange. Des fois, j'ai envie de me dire, putain, vas-y, mec, je vais remettre les gants là, vas-y, on va y aller fort là, comme ça, je vais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je l'ai refait sur certains projets, tu vois. J'ai fait Paris c'est Gotham, c'est un morceau rap, même si la prod elle est house. En vrai, j'ai un flow comme ça, mais c'est pas du tout le morceau de moi que je préfère, tu vois. Et après, il y a son public aussi, tu vois. Moi, je sais que mon public, il est grave sensible quand je fais du satin, quand je fais du talon, quand je fais ce genre de choses là aussi, tu vois ce que je veux dire? Je sais que je cultive aussi ma fanbase avec ça, tu vois. Et il y a aussi énormément, on parle de ceux qui rappent et tout, mais il y a aussi énormément des bons rappeurs, frère. Il y a des mecs aujourd'hui, ils sont en place dans le rap, ils font ça très bien. Comme qui? Bah, tu parlais d'SCH tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire? SCH, c'est un putain de rappeur, frère. Faut pas oublier, n'empêche que moi, les mecs qui rappent, en fait, ce qui me choque, c'est qu'ils se disent pas, attends, je vais m'affronter à ces mecs-là, tu vois. Est-ce que je suis assez lourd pour m'affronter à ces mecs-là aussi aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai beaucoup travaillé mes mélodies et le chant, j'ai délaissé un peu le rap, j'ai mis le rap un peu de techo. Je veux dire, aujourd'hui aussi, faut remettre les gants, faut se remettre de trucs, tu vois. Et tu peux avoir aussi une énergie un peu vénère et tout quand tu chantes, frérot, tu vois. Ça vient aussi de la prod. Je pense à un morceau comme Saturne dans mon projet. Je suis désolé, la prod, elle cogne et tout, machin. Peut-être que c'est pas rap type rap français, classique rap français. Mais en vrai de vrai, ça cogne aussi, tu vois. Et ça peut être Peura, tu vois. Ça dépend aussi de la définition de ce qu'on fait du Peura, tu vois ce que je veux dire. Aux États-Unis, aujourd'hui, la plupart des rappeurs chantent, frère. Enfin, tu vois, il y en a énormément, tu vois ce que je veux dire. Ils sont considérés pleinement dans la catégorie hip-hop. Ils n'ont pas ce problème-là de catégoriser, quantifier, classifier, etc., etc. Je pense que c'est aussi un problème très franco-français, ça. Tu vois, d'avoir peur d'être, de chercher un truc, une case, ou d'avoir peur d'être catégorisé ou de trucs et tout. C'est un problème français. C'est un problème français, frère. Parce que si tu fais tu fais ton truc, bah les gens ils se le prennent comme ils le prennent, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as pas à avoir peur d'être catégorisé. On va te catégoriser là où les gens vont interpréter ton son, puis après tant pis, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est pas du tout un problème, je pense. En 2020, il y a eu la vague de la série validée, début 2020. Ouais. Et moi, je savais même pas, sur le coup. Et je tombe sur une vidéo quelques mois après.
Et je vois que c'est ton histoire en fait Ouais. qu'ils ont pris. Ouais, total, ouais. Mot pour mot, événement pour événement, devant Skyrock, téléphone. Ouais, je dirais même le discours, parce que quand il dit que c'est son père qui lui a fait écouter NTM, je trouvais ça assez marrant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je viens d'y repenser. Ouais, non, parce que Mais c'est vrai ouais. que... Ouais, c'est vrai. Et par rapport à ça, Ouais. donc la série est sortie, on est d'accord, il n'y a pas eu de contact et il n'y a pas eu de... en mode, on s'est inspiré de ton histoire. Il n'y a eu aucun geste de leur côté. Il y a eu un contact après la sortie de la saison 1, un rendez-vous par rapport à la saison 2. Où j'ai parlé avec un des coréals et il m'a montré des fiches casting pour la saison 2 qui correspondaient pas du tout à moi en fait, tu vois ce que je veux dire. Et il m'avait dit que ouais, s'il voulait, ça pouvait être aussi un truc de figure, etc., mais que moi ça m'intéressait pas, tu vois ce que je veux dire. Si je le faisais, il fallait vraiment qu'on fasse un truc clin d'œil assez fort et tout, tu vois. Donc non, mais par rapport à par contre la première histoire, non, il y a eu aucun contact et tout. Ils ont repris ça comme ils ont repris d'ailleurs beaucoup d'histoires. Je sais que Fred a beaucoup aidé à l'écriture de la série, tu vois. Donc je pense que Fred, c'était une anecdote qu'il avait, tu vois, et qu'il a raconté, je pense, tout simplement, et ils l'ont pris, et puis tant mieux, tu vois. Moi, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, en fait, au début, je te cache pas, tu vois. On m'a dit, regarde le truc et tout, je dis, ouais, bon, les mecs, ils doivent triper un peu, tu vois. Et puis après, il y a des trucs sur Twitter qui sont sortis, ils ont ressorti mon freestyle, je sais même pas comment ils l'ont retrouvé, d'ailleurs. Et après, c'est vrai que, ouais, ça a commencé à avoir 2-3 articles et tout, des gens qui ont commencé à en parler. Donc au final, tu as répondu au mec de la vidéo parce que le dernier mot de la vidéo, c'était est-ce qu'on pourra voir Husky dans la saison 2 ? Ouais. Donc Non. c'est non. On verra pas Husky dans la saison 2. Vraiment pas. Je pense qu'on verra pas Husky dans Validé tout court, parce qu'il y a, je pense, peut-être plus de saisons que saison 2, saison 3. On verra pas Husky dans Validé tout court, je pense, en fait. Parce qu'en fait, je pense que, très honnêtement, en plus, ça va pas du tout avec moi, en fait. Je vais être grave honnête avec toi, hein, la manière dont c'est réalisé et tout, machin. Respect à tous ceux qui ont fait la série et qui sont dedans et tout, tant mieux et tout. Mais je pense qu'en fait, non, c'est mieux qu'on voit pas Husky dans Validé, pas du tout. En parlant de cinéma, c'est un truc qui te charme. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien, c'est toujours un truc qui m'a intéressé, c'est un truc, ça me dérangerait vraiment pas de le faire et tout. J'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus jeune et tout, j'aime bien, j'aime beaucoup tout ça. Mais non, je pense pas qu'on verra Husky dans Validé, je pense que c'est mieux comme ça, je pense. Parce que, tu vois, ce qui me fait rire, c'est quand tu dis tout à l'heure, t'aimerais pas des fois re-rapper et tout, machin, truc rap et tout. Mais les mecs, j'ai fait le freestyle qui a inspiré la plus grosse série rap français, en fait, en France. Oui. Donc moi je reviens de ça en fait, tu vois, ça veut dire que le rap je l'ai bouffé mec, je l'ai connu, tu vois, j'en ai bouffé du rap, tu vois ce que je veux dire, je l'ai pas bouffé genre j'ai bouffé le rap en game, hein, pas du tout, mais j'ai trop mangé de rap frère, moi j'ai besoin d'être stimulé, tu vois, j'ai besoin de faire autre chose à un moment donné, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai fait ce freestyle sur Skyrock, mais tu te rends compte, j'étais déjà là en train de freestyler frère, au téléphone, j'étais au taf quand je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Donc je reviens de tout ça mec. Tu étais livreur à l'époque ? Non, par contre non, pas du Parce tout. que ça aurait pu être un truc... parce que Attic à ce moment-là dans le truc il est livreur, Ouais, mais il est pas hitch quoi. Tu vois ce que je veux non, dire. non, de ouf. Non, j'étais pas livreur à l'époque. Non, j'étais pas livreur. J'étais un peu journaliste aussi. Je bossais pour un magazine qui s'appelait US Rap News. Ça payait pas de ouf, donc j'avais plusieurs Donc jobs. t'écrivais, tu faisais des interviews. Ouais, à fond. Ouais. J'allais dans tous les concerts, les Mac Miller, les machins, j'ai tout fait. Rick Ross, tout le monde. J'ai interviewé beaucoup de gens à l'époque. Là tu te retrouves de l'autre côté du fauteuil. Je me retrouve de l'autre côté du fauteuil, frère. Exactement. Et je préfère être de l'autre côté du fauteuil en vrai, au final. J'aime bien. On va parler des invités Ouais. sur l'album. Ouais. Premièrement, il y a Gecko, Ouais. avec qui Terrible. je parlais il y a encore quelques mois là, Super. pour la sortie de Irréel. Irréel, ouais. Comment elle s'est faite cette collaboration? Vous avez bien des égards, des points communs, Ouais. ce goût pour l'autotune, ce Ouais. goût pour la top line. Comment s'est passée cette connexion, cette collaboration? J'aime tout simplement grave ce qu'il fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça. J'aime grave ce qu'il fait. Et il y a un de ses managers qui s'appelle Rocco qui suit beaucoup ce que je fais depuis un moment. Notamment ses deux managers, même Dimitri qui était l'ancien manager de Stromae, qui lui me connaît depuis Mojo, qui me suit. Donc tout simplement ça s'est passé. Les mecs, j'aimerais avoir Geeko sur le projet absolument. Et bien sûr frérot, y a pas de soucis, ils ont pris une voiture, on est allé au studio Red Bull, on a fait le morceau direct. Et Geeko c'est un mec que moi j'adore. Mais vraiment. Mentalement, musicalement, tout. Et j'avais envie sur ce projet d'avoir que des Belges. J'avais envie de ça, tu vois. Parce que j'aime trop ce qui se passe en Belgique en ce moment en fait. Donc j'avais envie d'avoir que des Belges. Green Montana. Bah, Green Montana, c'est différent parce que tu sais, il est chez. 9 de I. Voilà, il est chez 9 de I et tout, donc il est affilié à un truc et tout, donc je sais pas trop, tu vois.
Mais là, c'était parfait, tu vois. Guico, c'était parfait. Et vraiment, c'est un gars... Et pour le coup, c'est un gars que j'écoute. Tu vois, c'est ça en fait qui est important. C'était pas au-delà de oui, je veux que des Belges et tout machin. C'est un mec que j'écoute en fait. Moi, son projet, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai kiffé. Je le mets dans ma caisse et tout, machin et tout, tu vois. Donc c'est un plaisir, tu vois, de l'avoir sur le projet, vraiment, tu vois. J'ai kiffé de ouf. On passe d'un univers plutôt glacial sur le titre avec Gecko à quelque chose de plus chaud avec le motif. Comment cette collaboration elle a été orchestrée un peu? Le motif, c'est un truc de fou. Je l'ai rencontré en 2016. À l'époque où j'étais signé chez Warner, lui, il avait toute son équipe, Le Sommet, qui faisait des sons et tout machin. C'était la grande époque des hits pour Niska, pour tous ces gens-là et tout. C'était la folie. Et c'est un mec qui m'a mis une gifle en studio. Et c'est lui qui m'a donné envie de devenir réalisateur audio pour les autres à certains moments. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, j'ai fait une session avec lui et j'ai vu l'énergie débordante du mec, comment il travaillait, les top lines, toute son équipe et tout. J'ai dit, non, ce mec, c'est un tueur. Tu vois. Et à l'époque, il enchaînait les sessions, il bossait aussi à Londres, tu vois. C'était un peu vraiment le début, là, tu sais, de toute l'ère sométique et tout, de tout ce qu'ils ont amené avec Easy Lee et tout. Et j'ai vu ce gars-là, j'ai dit, ouais, non, ce mec-là, il est trop fort. Et après, on n'a jamais eu l'occasion de retravailler ensemble. Et là, je me suis dit, vas-y, il me faut cette énergie-là. Il me faut cette énergie-là sur le projet, tu vois ce que je veux dire? Et là, on a tourné le clip. Non, vraiment, les gens ne se rendent pas compte, il est fou. Vraiment, non, je rigole pas, il est fou. Vraiment. Il est dans tous les sens, il saute, il jump, il truc et tout, et ça fait grave du bien, tu vois. Mais il est vraiment fou. Il me fallait un fou. On a hâte de voir le clip en tout cas. Ouais, de ouf. Et pour clôturer cette interview, j'ai ma question phare. C'est une mise en situation. Est-ce que tu es prêt? J'ai peur. Déjà, est-ce que tu as une collaboration de rêve? Un artiste qui peut être décédé d'un autre style musical, d'un autre genre musical, d'une autre nationalité. Le temps d'une session studio, on te dit il est là. Tu prends qui? Ala Bashung. Ala Bashung. Voilà. Mais il est décédé, paix à son âme. Et j'ai loupé l'un de ses derniers concerts quand il était malade d'ailleurs. Mais Ala Bashung. Direct. On est dans un studio à Paris, si tu regardes autour. Dans quel arrondissement? Ah, dans quel arrondissement? 12e, mec. Le meilleur arrondissement de Paris. Tout de suite. Porte Dorée, 12e, direct. J'adore cet arrondissement, mec. C'est ma vie, je kiffe trop. C'est le meilleur arrondissement de Paris, les gars. Allez vivre dans le 12e, vraiment. Il est trop sous-coté d'ailleurs, cet arrondissement. Si tu regardes à droite, il y a Ala Bashung qui descend. Ouais. Déjà, il a faim. Il arrive à l'heure, mais il a faim. Ouais. Tu lui fais manger quoi? Il y a des restaurateurs qui viennent au studio. Et je lui fais manger une dernière tomate mozzarella di bufala, frérot. Le meilleur plat avec une sauce vinaigrette, beaucoup de citron et beaucoup de sel. J'adore. Bah écoute, parfait. Collaboration de rêve. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. Je sais pas si tu as un mot de la fin. On rappelle, à l'heure où le podcast sortira, Sextasy sera disponible partout. Ouais. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Franchement, je suis pas trop fan des mots de la fin. Je pense que les mecs... Il n'y a pas de mot de fin, frère. S'il y a des artistes qui nous écoutent, des jeunes artistes, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais tout de suite? En un petit mot comme ça. Je vais éviter le truc croyez en vos rêves les mecs et ça va le faire. Tu vois non mais si tu prends ton côté réaliste par rapport aux maisons de disques, par rapport à cet univers là. Ouais. Faites-le si vous avez vraiment ça en vous. Voilà. Faites-le si c'est vital. Si vous sentez que c'est vital. Sinon les gars, laissez la place. Il y a trop de gens qui font ça parce que c'est vital. Tu vois ce que je veux dire? Donc faites-le parce que vous sentez vraiment que c'est vital et que vous avez besoin de le faire. Donc faites-le pour vous avant les autres. Que ce soit viscéral. Exactement. Faites-le pour vous avant les autres les mecs. C'est ça en fait le nouveau truc je pense. Ça serait la mentalité en fait qu'on devrait tous se mettre et s'imprimer dans le cerveau dans les années qui viennent pour que ça rechange un peu tu vois. Faisons-le pour nous avant les autres. Donc c'est ça que j'ai à leur dire moi. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver tous les autres sur les plateformes de streaming. C'était Youssef sur Hype Soul et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews.